naufrage, l'accident qui est arrivé, le traumatisme lié au sentiment qu'ils n'allaient pas s'en sortir, beaucoup en ont parlé, le traumatisme lié au sentiment de désolation et d'impuissance face, et il y a une dame qui le rappelait à travers les médias aujourd'hui, face aux gens qui étaient là, qui criaient encore et face auxquels ils ne pouvaient rien faire. Un sentiment de culpabilité lié au fait d'avoir survécu là où tant d'autres, sous leurs yeux, y avaient laissé leur vie, si vous voulez. Des gens avec une mémoire déjà chargée, encombrée, si vous voulez, et apparemment hypothéquée par des images et des scènes de l'horreur qu'ils n'allaient pas oublier. Ça, c'était au niveau des rescapés de la catastrophe. Alors, les sentiments dominants, donc, c'était ce traumatisme d'abord, mais surtout le sentiment de culpabilité de n'avoir rien pu faire pour les autres qui y sont restés. Alors, au niveau des parents et des familles maintenant de disparus, c'était surtout des gens, le sentiment de culpabilité. Quelqu'un nous est arrivé, par exemple, des États-Unis d'Amérique, dans un état de détresse absolue, parce qu'il, lui, des États-Unis, a appris la nouvelle et a eu le temps, par plusieurs correspondances, d'arriver à Dakar, de débarquer directement à la mairie pour parler de son désarroi, de sa détresse, de sa culpabilité d'avoir par téléphone demandé à un de ses frères de prendre le bateau en direction de Dakar pour un problème à régler, et lui seul savait que son frère était dans le bateau. Alors, des cas comme ça, on peut en raconter des centaines, sans violer le secret professionnel. Donc, vous imaginez bien le sentiment de culpabilité de ces gens, confrontés à l'absence, déjà, confrontés aux difficultés à effectuer le deuil de l'autre, confrontés aux difficultés d'autant plus grandes à effectuer le deuil de l'autre que l'autre n'a pas été retrouvé. Bien sûr, j'ai dit l'autre avec entre guillemets. Pour d'autres, c'était la confrontation à la douloureuse obligation de devoir, comment le dirais-je, procéder aux funérailles d'une personne disparue. Il y en a qui me disaient, est-ce qu'on va avoir le droit de procéder à des funérailles? Peut-être que la personne va revenir. Peut-être qu'on va retrouver cette personne. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on a le droit de procéder à des funérailles de quelqu'un qui est peut-être déjà en vie? Donc, vous imaginez ce qu'a pu être la détresse et les différents sentiments qui se bousculaient dans le cœur de ces gens, si vous voulez, confrontés maintenant à l'ignominie, et j'insiste là-dessus, des photos. Et à l'époque, j'avais écrit d'ailleurs un papier pour m'insurger notamment contre le traitement qui a été fait, la manière dont la mort a été photographiée pour dire que la mort peut avoir aussi quelque chose de beau. La mort n'est pas forcément laideur. Et malheureusement, les photos qui avaient été affichées, notamment dans les cours de l'hôtel de ville, la cour de l'hôtel de ville, pour permettre aux parents et proches des gens qui étaient dans le bateau de venir identifier leurs défunts parents, étaient des photos vraiment où on ne respectait pas les règles de la photographie. Oui, tout à fait. Alors, Mamadou Mbodj, on va vous retrouver tout à l'heure dans un second round, mais dernière question pour cette première intervention. Est-ce que vous aviez réussi à reprendre, si on peut le dire ainsi, psychologiquement, les cas que vous avez traités? Je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que vous aviez réussi à les reprendre psychologiquement parlant? Ah oui, il y en a même avec lesquels le contact a été maintenu. Des personnes qui ont perdu leur femme et leurs 4 ou 5 enfants dans le bateau et qui, avec le temps et avec le travail du deuil, sont parvenus à refaire leur vie, se remarier beaucoup plus tard, avoir des enfants, tout en vous disant qu'ils n'oublieront jamais. Et avec lesquels je suis resté en contact, qui m'appellent de temps en temps et qui montrent que quelle que soit l'horreur, la vie l'emportera toujours sur la mort. Très bien. Mamadou Mbodj, on se retrouve tout à l'heure concernant un peu le traumatisme que certains pourraient vivre 10 ans après le naufrage. Nous recevons sur le plateau Haïdar Ali, ministre. Bonsoir. Bonsoir. Mais nous vous recevons surtout en tant que, à l'époque, un des tout premiers secouristes quand le naufrage a eu lieu. On l'a dit, c'était dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002. Vous avez vécu une certaine situation. Vous avez été au contact de ces personnes qui étaient dans l'eau, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Ouais. Et comment vous avez vécu cela? Et aujourd'hui, 10 ans après, quels souvenirs vous en gardez? En réalité, je garde les souvenirs intacts, parfaitement intacts dans ma tête, et très clair parce que événement d'une dimension exceptionnelle, parce que tragédie internationale, nationale, africaine, sénégalaise. Je garde les souvenirs dans ma tête qui m'accompagnent au quotidien, comme les souvenirs de la mort de mon fils m'accompagnent au quotidien. Et très souvent, on contacte avec eux, on se recueille, on prie. Les souvenirs sont clairs dans ma tête et l'événement est clair dans ma tête. Les conditions dans lesquelles je suis allé sur le site quand j'ai appris la nouvelle pour prêter main forte, pour apporter ma contribution. Le naufrage a eu lieu, a commencé en tout cas à se faire à partir de 23h. À 23h. En tout cas, je peux vous dire que sous l'eau, toutes les montres étaient arrêtées entre 23h et 23h05. Et certaines montres, exceptionnellement, sûrement des montres de bonne qualité, continuaient à marcher. Montres de personnes qui étaient là. Et qui étaient complètement... Oui, des montres qui continuaient à marcher. Oui. Mais toutes les montres, la plupart des montres étaient arrêtées entre 23h, 23h moins 5. Ça s'est tourné autour de là et ça prouve que le bateau s'est retourné très rapidement. 23h, 23h... donc très rapidement. Ça prouve que les gens n'ont pas eu le temps, à part ceux qui sont restés prisonniers sous la coque et qui frappaient le long de la coque pour donner des signaux de vie. Et cela a été prouvé, donc le bateau s'est retourné rapidement et les gens sous l'eau, vous savez, on ne vit pas plus de 3 minutes. Hein. À quelle heure vous avez été informé? Alors, vous avez été là sur... Moi, je l'ai appris vraiment par hasard. Je sortais de plongée, j'ai vu des gendarmes assis qui attendaient parce qu'ils devaient suivre une formation en plongée sous-marine. Et quand je les ai vus assis, je leur ai dit, mais vous m'avez l'air bien grave, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils étaient collés à la radio, ils écoutaient, ils m'ont dit, le bateau, le Diola, a sombré au large de la Gambie. Et le premier réflexe, la première chose que je leur ai dit, j'ai dit, vous restez assis. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai dit, mais je ne sais pas, mais il faut le faire sur place. Et moi, je me rappelle très bien que j'ai fait 100 pas, je suis revenu sur moi, j'ai commencé à donner des ordres machinalement. Préparer le bateau. Et ça, c'était le matin? Ah non, il était à peu près midi. Midi. J'avais plongé le matin pour une formation, je suis sorti vers midi, j'ai trouvé les 2 gendarmes, j'ai eu l'information, j'ai commencé à donner des ordres, machinalement, acheter du carburant, préparer l'équipement, trouver des plongeurs, et vers 2h30, peut-être 15h, parce qu'en réalité, je suis parti avec 2 bateaux, 8 plongeurs et des équipages. Et au niveau des autorités, les secours envoyés par les autorités sont venus Quand je suis arrivé sur place vers 5h du matin, j'étais attiré par la lumière de bateaux qui étaient là autour du site de naufrage. Et il y avait beaucoup de bateaux, il y avait une vingtaine de bateaux qui étaient là. En tout cas, les lumières étaient présentes. Et à la première lueur du jour, je suis allé vers le bateau militaire pour dire que j'étais un plongeur et que j'étais à leur disposition. Donc ils m'ont renvoyé vers le bateau amiral, donc qui lui était près du site du naufrage. En fait, le bateau Le Diola, vous l'avez vu, il est retourné mais il flotte. Et il dérive avec les courants chaque jour d'environ 10 km. Il parcourait 10 km chaque jour, poussé par les courants. Donc, quand je suis arrivé sur le bateau amiral, il y avait les plongeurs des travaux sous-marins, les plongeurs de la marine, et on a tout de suite commencé les travaux. Enfin, on a tout de suite commencé dès les premières lueurs du jour. Mais on a mis environ 17 heures de navigation en quittant Dakar avec 2 petites embarcations, une de 7 mètres, une de 11 mètres, puisque c'est ça que j'avais sous la main. On a mis 17 heures de navigation pour arriver sur le site. Alors, on s'est dit, on va plonger et on se retrouve dans 1 heure pour faire un briefing, pour prendre des décisions. Mais quand on a plongé, qu'on a ouvert les portes, qu'on a vu l'ampleur de la catastrophe, qu'on a commencé à travailler,
Quand on s'est arrêté, il faisait nuit. Alors, on va regarder l'élément qui suit pour aborder la dimension judiciaire du naufrage du Joola. Et cet élément pose le problème du capitaine du bateau qui serait mort, qui ne le serait pas, en tout cas porté disparu. Nous regardons cet élément. Barrer la route à toute poursuite judiciaire. La justice sénégalaise avait classé auparavant le dossier du Joola sans suite en 2003. Motif, le commandant du bateau, censé être l'unique responsable, est porté disparu. La disparition est une notion juridique. C'est dans un temps, la disparition, quand il y a un sinistre, quand il y a des personnes qui ne sont pas retrouvées, on n'a pas la certitude que ces personnes sont décédées, on observe un délai. Je crois qu'un an extra, si ces personnes ne donnent pas signe de vie, on entame la procédure qu'on appelle la procédure de la disparition. Il y a eu des témoins parmi les rescapés qui ont dit avoir vu le capitaine après le naufrage. Et puis même ici à Ziguinchor, en Casamance, les mois et les années suivantes, on disait mais le capitaine, mais il est en Gambie quoi. Maintenant, comment le prouver? Comment prouver qu'il est mort? Comment prouver quoi que ce soit? Donc c'est par l'absence de recherche qu'on a maquillé les responsabilités. Alors, Maître Ousmane Sey, vous interveniez déjà dans cet élément de Pape Makhtar Sellane, journaliste sénégalais qui a eu d'ailleurs à travailler à TFM. Nous le remercions pour ça. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui à propos du commandant du bateau? Oui, vous savez, j'ai rappelé aujourd'hui à un journaliste que en 1995, c'est le Premier ministre d'alors, Habib Thiam, qui avait retiré la gestion commerciale et nautique du Joola, du port autonome de Dakar, qui était Sonapad, pour confier cette gestion au ministère des Forces armées. Et le ministère des Forces armées a confié la gestion nautique et commerciale du bateau de Joola à la direction de la marine marchande. Et à l'époque, le chef d'état-major de l'air